Monsieur Rodriguez, c'est ici? Étage au-dessous. Bon, merci. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En duplex de Los Angeles et Marseille, je suis votre hôte Jean Weber, flic et voyou, et mes undercover podcasters sont... Jeff Domenech, on nous a refilé un podcasteur. Francis Weber, il était une fois un scénario. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Il était une fois un flic, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour réouvrir ensemble le dossier Il était une fois un flic, réalisé par Georges Lautner, 1971. Mais avant tout, avant le fameux pitch, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Et maintenant, revenons à notre programme. Et bien sûr, comme d'habitude, le fameux pitch, comme si vous étiez un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Un baron de la drogue est assassiné dans le sud de la France. Dieu vous le rendra. Le commissaire Campana se fabrique une famille d'emprunts pour infiltrer le réseau. La vie de famille va s'avérer plus compliquée qu'il ne l'avait anticipé. Tout d'abord, Francis, bienvenue dans l'émission. Jeff, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir. Jeff, on va parler beaucoup de Georges Lautner, ton ami, et du film que tu as choisi aujourd'hui. Et papa, tu vas nous raconter bien sûr la genèse du film, puisque c'est ton deuxième film comme scénariste. On peut dire que c'est le premier, hein, parce que le premier, c'était une adaptation de ma première pièce, et c'était pas vraiment un scénario, c'est-à-dire que j'étais totalement néophyte, je connaissais rien au scénario, et Pierre Mondy, qui a fait la mise en scène, n'avait jamais fait de mise en scène de cinéma. Donc je compte pas ça comme un premier film. Il était une fois un flic, c'était mon premier scénario, ouais. Pour la première fois dans ta carrière, et on va en parler avec Jeff, qui connaît bien sûr le cinéma français mieux que personne, tu vas parler de la paternité dans ce film, puisque je parlais de cette famille d'emprunts qu'il se fabrique. Et on voit dans tes mémoires magnifiques que ça reste entre nous, où tu parles beaucoup de ton père et de ta famille, que c'est un thème qui reviendrait beaucoup aussi dans tes films, la paternité. Et là, c'est la première fois que tu en parles de cette famille avec reconstituée, on va dire. Trouvez-moi une femme et un enfant et on me prendra pour lui. Comment? Si j'assiste à l'enterrement de Lopez avec une femme et un gosse, alors je prends contact avec Manoni, c'est gagné. Oui, mais enfin, je voudrais raconter aussi comment c'est fait le film. Ouais. Parce que pour les gens qui nous regardent, il y a sans doute peut-être des jeunes qui veulent savoir comment on entre en cinéma. C'est parfois un calvaire, hein. Et voilà comment ça s'est passé. C'est que j'avais un copain qui était un romancier d'espionnage, qui travaillait au Fleuve Noir. Et le Fleuve Noir, c'est une maison d'édition qui publiait soit des histoires policières, soit des histoires d'espions. Et il publiait le Fleuve Noir, une espèce de petit journal interne où il suggérait des histoires vraies qui pouvaient être adaptées pour faire des romans. Et dans ce journal interne, il y avait un truc que je ne connaissais pas, moi, c'est que quand ils envoyaient un espion quelque part, dans mon film, il s'agit d'un policier, mais ça c'est une adaptation, il lui fabriquait une fausse famille en prenant une des femmes du service qui avait un enfant, et le type partait parce qu'un homme seul est suspect, et une famille, ma foi, on soupçonne moins. Et puis je vais pas les garder toute la vie. En principe, ça devrait pas durer longtemps. Vous êtes célibataire? Oui. Tu avais un homme d'action, essaye d'imaginer, je sais pas moi, un Sean Connery dans James Bond, qui partait avec une femme qui n'était pas la sienne et qu'il ne connaissait pas, et un enfant qu'il ne connaissait pas non plus. Il a acheté ma voiture, le commissaire? Qu'est-ce qui t'a dit que c'était un commissaire? Eh bien, ça se voit, non, il a bien une tête de flic. Tu trouves pas qu'il a une tête de flic? J'ai trouvé une idée amusante, c'est que la femme soit une emmerdeuse et l'enfant soit un enfant. Ça suffit, c'est une définition. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a certains enfants qui sont des calvaires, hein. D'ailleurs, Tu dis ça pour moi. Oui, bien sûr. W.C. Fields disait un homme qui déteste à ce point les chiens et les enfants peut pas être foncièrement mauvais, tu vois. Ce qui fait que ce type qui passait la journée en homme d'action
se retrouver le soir en père de famille et en mari, alors qu'il était un célibataire chevronné et qui ne comprenait pas du tout les enfants. Donc, il y avait matière. C'est très gentil de votre part. J'ai l'habitude de ranger mes valises moi-même. Rangez-les vous-même. Parce que quand j'y range moi-même, je m'y retrouve. Très bien. Je dis ça à mon copain qui m'avait dit ce qu'il y avait dans le journal du Fleuve Noir, là. Je dis, il faudrait faire un scénario avec ça. Et il me dit, mais je sais pas écrire un scénario. Je dis, moi non plus. Il dit, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un roman. C'est un peu long, mais tu vois pourquoi j'en arrive à Lautner. Je vais faire un roman, et à partir de ce roman, peut-être qu'on nous achètera le scénario. En attendant, moi j'ai fait un traitement, tu vois, et on a cherché un agent pour nous représenter. Et c'est là où je m'adresse aux jeunes qui veulent faire du cinéma. C'est le début du calvaire. C'est-à-dire que tout le monde nous a foutus dehors, tu vois, sauf une dame qui s'appelait Évangéline Renoir. C'est joli, non? Et en plus, elle était de la famille de Renoir. C'est-à-dire que, bon, t'as une petite cousine éloignée peut-être, et elle disait, je m'en occupe. En fait, elle savait rien faire, mais on avait une pile de scénarios dans son bureau. Et elle nous disait tout le temps, un producteur est en train de le lire et il est en haut de la pile. On a attendu comme ça pendant plusieurs mois, tu vois. C'est-à-dire que, et puis tout à coup, je me suis dit, mais c'est foutu, fais ton roman et on verra. Mon copain, qui s'appelait Richard Caron, écrit le roman. On attend et tout à coup, coup de téléphone. Et c'est Gaumont qui m'appelle et qui me dit, Georges Lautner veut faire le film. Et c'est éblouissant. Jeff comprend pourquoi, parce qu'il a connu très très bien Lautner, qui est au départ de sa carrière d'une certaine manière aussi, parce que il l'a rencontré quand il travaillait durement, hein, dans les McDo, etc. Et ensuite, il est entré au cinéma un peu grâce à l'amitié de Lautner, qui lui a fait, je crois, faire rencontrer Belmondo et des gens de ce genre. Et je rencontre Georges pour la première fois. Charmant, parce que le moins qu'on puisse dire de Lautner, c'est que c'est un type délicieux, tu vois. Et il me dit, bah, écoute, écris le scénario, et puis voilà, je vais voir ce que ça donne. Et j'écris une merde, pardon, c'est un peu grossier, c'est-à-dire que je ne savais pas écrire à ce moment-là, et je fais un truc très quotidien, sans drôlerie, plat, mais content de moi. Parce que ce qui est terrible, quand on écrit, c'est qu'on est content de soi, même si on écrit quelque chose de moche. Et je l'envoie à Gaumont. Et là, alors, le coup près tombe. Poiret dit, mais c'est très mauvais. Bon, je commence à avoir un fond de dépression et je me dis, mais je vais travailler avec un spécialiste, un professionnel, un grand professionnel, Georges Lautner, parce que lui avait un vrai passé déjà, tu vois. Et je dis à Poiret, bah, écoutez, je vais travailler avec Georges et je vais essayer de faire mieux. Et je me disais, maintenant je suis sauvé. Je tombe sur un grand professionnel. Faux. Pourquoi faux? Ben, tout simplement parce que Georges était un metteur en scène et très peu un scénariste. Et il faut dire vraiment à son, comment dire, c'est les gens qui disent comment dire, à son crédit, il faut dire à son crédit qu'il ne s'en vantait pas du tout d'être un scénariste. Et je m'en suis rendu compte. On s'est assis ensemble dans une maison à la campagne, tu vois, et je m'attendais à ce qu'ils me disent, qu'ils me donnent la manne comme ça, qu'ils me disent, voilà ce qu'il faut faire, mon garçon. Pas du tout. J'avais quelqu'un de muet en face de moi qui attendait. Et puis, Jeff ne le sait pas, mais Georges est je ne sais pas s'il était insomniaque, mais par moments, il s'endormait dans la journée. Ce qui fait que quand je commençais à avoir une idée, il y avait sa bouche qui rétrécissait comme ça, et ses yeux se fermaient. Ça donnait ça, tu vois. Alors, j'étais terrorisé, je me dis, si on fonctionne comme ça va pas aller très loin. Et à un moment donné, il m'a dit, avec la gentillesse qu'il caractérise, parce que c'est toujours ça, ben écoute, tu es nul. Mais enfin, il l'a dit tendrement, tu vois. Écoute, tu es nul, mais on va être obligé d'arrêter. Parce que moi, je vais faire mon film et je vais prendre quelqu'un d'autre. Et je me rappelle, je suis sorti dans la cour et je me suis dit, ben, c'est fini le cinéma. Je ne veux pas faire du cinéma. J'avais commencé par le théâtre. J'appelle, à l'époque, j'avais un agent. J'appelle mon agent, Jean-Louis Livy, et je dis, je ne peux pas travailler avec Georges. Il me vire là, alors je ne ferai plus de cinéma. Il me dit, tu as raison, tu n'en feras plus jamais. Si tu fais pas ce film, tu n'en feras plus jamais. Et il raccroche.
je dis, je reviens et je deviens scénariste dans l'instant. C'est fou comme truc. Je commence à dire à Georges, alors là, voilà ce qui va se passer. On arrive là, on fait ceci, et tout à coup, il se réveille, ce qui est exceptionnel chez lui. Non, excuse-moi. Donc, il me dit, ah oui, oui, c'est intéressant ça, et je commence. Et je suis devenu scénariste, c'est fou. J'avais ça en moi, c'est évident, tu vois, mais j'étais timide, je voyais des films quotidiens, entre guillemets, parce qu'à ce moment-là, la critique, toujours maintenant encore, encensait ce qui était très proche de la vie et loin de l'imaginaire le plus souvent, tu vois. Et là, c'était de l'imaginaire absolu. Et je fais un scénario, et Georges le réalise, et ça donne Il était une fois un flic. Pour rebondir là-dessus, j'ai parlé à Robin Davis et puis j'ai vu une interview de Robin Davis et de Georges. Et Robin Davis, qui est dithyrambique sur le talent de Francis, dit ce qui est génial avec Weber, c'est qu'on est toujours dans des hôtels 18 étoiles. Un jour, on était à Capri dans un super hôtel. Avec Georges, on voit la piscine, on dit c'est magnifique, etc. Et Francis nous dit ben, vous avez vu la piscine, mais profitez-en, vous ne la verrez pas pendant 15 jours. Et il nous enferme dans sa chambre. Et nous, on se frottait les mains, on était contents, on était un peu en vacances à Capri, mais pas du tout, parce qu'on va vite déchanter. Et après, c'est Et fini. Francis intervient, et c'est là, et c'est ce que dit Romain Davis, hein. C'est un homme, c'est un homme qui, dans son travail, est très méthodique, d'une rigueur implacable. On faisait du 9h, 18h, mais Georges Laudner avait une arme, il s'endormait. Ça, c'est Georges qui le dit, hein. Georges, ils sont interviewés, Georges dit, moi j'avais une arme, je m'endormais. Et c'était merveilleux de voir travailler Francis Weber, car il extirpait le meilleur d'une scène basique à force de travail et de réécriture. Voilà ce que Romain Davis et Georges disaient sur toi. Mais écoute, moi, ça me fait plaisir pour commencer. Mais je me souviens, on était parti parce que je faisais des consultations sur les scripts que Georges allait tourner, tu vois. Et on était parti avec Cantoff, son beau-frère, Albert Cantoff, ouais. Albert Cantoff, que Paul Meurice s'appelait le maroquinier parce que il avait travaillé, il avait fabriqué des chaussures ou des portefeuilles, je sais pas exactement. Et ensuite, il est passé scénariste. Et Cantoff était un type charmant, tu vois, mais c'était pas, disons que c'était pas William Goldman, hein. Il faisait des scénarios pour le pauvre Georges, qui de temps en temps les faisait refaire par quelqu'un d'autre, etc., mais il se débrouillait. Et on était tous les trois. Et je commence à travailler avec Georges. Là, il avait peut-être l'excuse du voyage en avion, mais il s'endort quasiment immédiatement. Il était au premier étage et il faisait un bruit de Boeing en dormant, tu vois. C'est-à-dire que véritablement, j'avais l'impression que j'étais près du hublot, pas loin de la cabine de pilotage, tu sais. C'était comme ça. Et Cantoff écrivait fébrilement. Je ne sais pas ce qu'il écrivait parce qu'on savait que ça n'allait pas servir à grand-chose. Et toujours est-il que je me suis dit, si le producteur qui me paye cher et qui paye cher Georges, alors que Albert Cantoff n'avait pas énormément d'argent sur le film, voit que le seul qui travaille, c'est ce malheureux, il y en a un qui dort comme un Boeing, et moi qui regarde là par la fenêtre, parce que je pouvais rien faire sans Georges. Et c'était ça nos séances de travail. Mais il y a un truc qu'il faut savoir avant de passer au film proprement dit, c'est que Georges m'a dit la chose la plus effroyable qu'on m'ait jamais dite. Et ça, alors, c'est la première fois que je le raconte. Et je rappelle que c'était pas par méchanceté du tout, parce que j'adorais Georges et toi aussi, Jeff. Mm. Et Georges me dit, tu comprends, avec Audiard, on s'amuse. Toi, tu nous prends la tête. Je dis, merde, je lui prends la tête pour qu'il fasse un bon film. Bon film. Oui, oui, bien sûr. Ah, ouais, mais C'est incroyable. c'est typiquement de Georges, hein. Ah Et oui, pour finir avec ces histoires d'insomnie de Georges, enfin, pas d'insomnie, au contraire d'endormissement, il s'est fâché avec Ventura à cause de ça. Quand il tourne Ne nous fâchons pas, Ventura n'aimait pas le film, n'aimait pas le script, en tout cas, ils n'aimaient pas ce qui tournait, parce qu'ils voyaient que la part belle était pour Jean Lefebvre dans le film. Et après une journée de tournage, Ventura dit à Georges, ce soir à 20h au Negresco, on va revoir le scénario de A à Z. Et Georges me dit, moi je me levais à 5h du matin tous les jours, j'étais mort. C'est un tournage, Mister Exam. Et il me dit, donc j'attends, il était avec Robin Davis, Robin était toujours dans le petit assistant dans le coin, et il me dit, Ventura revient avec le gros scénario sous le bras, il le pose, et il repart à la page numéro 1. On était aux 3 quarts du film. Et Ventura, il dit, et puis au bout d'un moment, au bout de 5 minutes qu'il parle,
il entend. Lorsqu'il dormait, Il l'a fait et là, discrètement. Ventura, il explose. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et il avait une excuse, le pauvre Georges. Il se levait tous les jours à 5 heures, il était crevé. Et c'est le dernier film qu'ils ont fait ensemble. Et d'ailleurs, je me demande, hein, Michel Après, Constantin, ils ont fait le grand qui n'était sommeil pas, après, quand même. qui était pas un lead rôle, Constantin, ça aurait été plutôt un rôle pour Ventura, non? Tu penses pas, Francis? À la base, il était une fois Tous un les, flic. rôles, tous les rôles de Constantin étaient pour Ventura. Constantin, c'était un Ventura light, tu vois. Ah bon? C'était pas un mauvais acteur du tout. Mhm. Il faisait le boulot, alors que Ventura avait le petit quelque chose en plus, comme dirait Artus, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que c'était un fantastique acteur, Ventura, alors que Constantin était un acteur qui convenait au rôle. Je l'ai eu par exemple en face d'un génie dans La Valise. La meilleure équipe du monde. Le génie étant Marielle. C'est que Mhm. tout à coup, tu vois un acteur en face d'un génie, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a un qui était comme ça, alors tu comprends, je vais te dire, il jouait très Il est d'ailleurs rehaussé par Marielle. Ça arrive. et tous les, Et il est rehaussé aussi par Lonsdale et par Mireille d'Arc dans le film, qui sont d'exceptionnels acteurs. Lucas, stupéfiant, région sud. Campana, stupéfiant Paris. Et les armes secrètes du film avec ce petit garçon, Hervé Illien. Jeff, il a jamais fait de film après, un peu comme le gamin du jouet ou Et de si, si, Shining. Ah, Georges si. Georges l'a réembauché. Alors, je dis ça pour Romain, qui nous fasse une capture d'écran. Dans un très mauvais film de Georges qui s'appelait Ils sont fous, ces sorciers. Tiens, passe-moi ta clarinette. Mais tu sais pas en jouer? Ben justement, passe-moi ta clarinette, je te dis. Oh. Ça va, monsieur? Ça va, mon petit, ça va très bien. Et c'est merveilleux, c'est une loterie, un enfant dans un film. Quand tu tombes sur un enfant qui est bien, il écrase tout le monde. C'est comme Rintintin, le chien, tu vois. C'est-à-dire que Rintintin, c'était la star du film. Ben là, l'enfant était magnifique. Maman, on nous a refilé un malade. Quand il dit «Maman, on nous a refilé un malade» au moment où il regarde tout ce qu'il y a dans l'armoire à pharmacie du commissaire, tu vois. Et en fait, cet enfant, c'était le fils du jardinier d'Alain Poiret, le producteur. Wow. C'était pas du tout un petit enfant acteur. Et bon, il dit, bah oui, tiens, je vais l'essayer. Il l'essaye et c'était prodigieux. Ouais. C'est comme ça que ça se fait un film. Mais maintenant, je vais vous parler du film un peu, si vous Attends, voulez. avant que tu parles du film, je voudrais dire que je suis quand même arrivé deuxième à tous les castings d'enfants de tous tes films, du jouet au fugitif. Enfin, pas la petite fille des fugitifs, non. Au compère, je veux dire plutôt. Et c'est vrai que me voilà podcasteur aujourd'hui, puisque j'ai jamais réussi à décrocher un rôle dans un de tes films. Et je voudrais qu'on en profite de cette émission pour en parler pendant 2 heures. Jeff, tu nous laisses? Je vous laisse. Allongez-vous, monsieur Weber. Non, Juste un ça truc. fait, allongez-vous, monsieur Lautner. Tu sais que, tu Ah sais ben non, que- il dormait debout, le pauvre Georges. Non, mais oui, attention, Par contre, je crois- par contre, Jeff. oui, Et attends, avant que vous continuiez, mais déjà, il était narcoleptique, en fait, Georges, comme c'est Hitchcock. ça, oui. Quand j'ai dit, Ouais. c'est pas du tout un Ouais. souvenir. Quand je disais que c'est Voilà. pas ne, ne narcoleptique. dis pas, Jean, Ouais. ne dis pas de mots grossiers devant ton père. Si tu n'as pas compris narcoleptique. Enfin, tous les Par contre, trucs. Francis, dans le scénario, alors j'ai eu la chance de relire le scénario récemment. Tu fais dire à Michael Lonsdale, vous avez des enfants, oh là là. Vous avez des enfants? Non, Quel âge a le petit garçon? 9 ans. Ah là là. Pourquoi, oh là là? Eh, vous allez voir, c'est des soucis, les enfants. Est-ce que c'est du vécu tout ça? Parce que tu es déjà père de famille à l'époque. Oui, c'est fatalement du vécu avec des enfants jeunes, surtout si tu es scénariste ou écrivain en général. C'est que Bah alors, c'était, attends, il se battait Francis. avec son frère tout le temps Ouais. et c'était difficile d'écrire, tu vois. Oui, mais ceci dit, si on prend le contrepoint, c'est que maman, ta femme, Ah Françoise, bon? Je suis marié, moi. te protégeait énormément pendant que tu étais dans ta tour d'ivoire en train d'écrire. Et que c'est vrai qu'on se battait avec mon frère et qu'on entendait en haut des cris. Et Francis disait assez, tellement il en pouvait plus, si tu veux. Et à Comme l'époque, il avait Comme à clavier dans le l'époque, craquer. à l'époque, il avait des socs, tu sais, qui sont ces espèces d'étranges sabots en bois. Et il y avait un escalier en bois. Et il descendait de sa tour d'ivoire comme ça. Et on entendait assez. Et ensuite, cloc, 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 cloc. Ah. Comme une Hollandaise en sabots. Et Très vite. on était partagés entre la terreur et le rire avec mon frère. Attends, très vite, ton frère a fait plus. C'est que je descends, parce que c'est tellement difficile d'écrire, avec mes socs, la colère. Et tout à coup, j'entends à la Clairefontaine à la flûte. Ce petit salopio apprenait à la Clairefontaine à la flûte à l'école, et il avait son petit pipeau comme ça, il se foutait de ma gueule.
Alors, c'est pour ça que ce que Lonsdal dit, alors, ce que Constantin dit à Lonsdal, c'est des soucis, les enfants. C'est vrai, mais la preuve qu'on s'aime bien puisqu'on est toujours là. Allô? Non, c'est rien, c'est le petit qui avait un cauchemar. Il y a vraiment pas de quoi se marrer, hein. Allez, bonne nuit. Il est absolument merveilleux, Lonsdal, dans le film. On peut parler un petit peu de lui. Lonsdal est toujours merveilleux. Il est toujours merveilleux. Il est à l'abri. Tu sais, il y avait une phrase qui avait dit, on avait dit ça en parlant de Sean Connery, qu'il était director-proof. C'est-à-dire, il était à l'abri des directeurs. C'est les gens qui se dirigent eux-mêmes et qui, quoi qu'il arrive, donnent une note exceptionnelle. Alors, il a des très beaux cheveux. Il est assez beau. Il est très grand parce qu'il est presque plus grand que Constantin. J'avais pas remarqué. Il est grand. Ouais. Et il a une élégance. Jeff, Oui. restons un peu dans le casting, puisqu'on n'a pas notre Philippe Sedbon, notre ciné-buddy extraordinaire. Bien sûr. Donc on va parler un peu du casting à sa place. Il y a l'extraordinaire Mireille d'Arc. Maintenant, c'est moi le chef. Et ça va chier, hein. Je vais être poli. Ça vous amuse. Moi qui croyais que vous lui feriez la leçon. Ce n'est pas votre fils, ça se voit. Qui est une des rares. On dit que tu n'as pas beaucoup écrit pour les femmes, mais quand on regarde ce film-là, Le Grand Blond, ou Le Téléphone Rose, bien sûr, on se rend compte que ta muse était Mireille d'Arc et que tu as écrit merveilleusement pour elle. Et elle est belle, elle est à la fois belle, digne. On sent la tristesse, on sent l'humour. Moi, c'est une grande. Je l'ai beaucoup dit dans le podcast, en particulier quand on a parlé d'elle dans le passé pour Le Grand Blond, mais c'est une très grande dame du cinéma français. Et en plus, Jeff ne contredira pas parce qu'elle faisait partie de la bande à Audiard, et tu l'as connue aussi, je suppose. Elle était très gentille. C'était Mireille était adorable. J'ai rencontré 2 fois grâce à Georges. Lorsqu'il y Ouais. avait un hommage pour Georges, elle était venue. Et ah oui, Georges a été très très proche d'elle aussi à une époque, hein, il faut dire. Et j'ai vu des vidéos Super 8 où ils étaient en vacances chez Georges, au Moulin, tout ça. En fait, il y avait une insouciance à cette époque quand ils faisaient des films. C'était la belle époque du cinéma français, quoi. C'est cette Ouais, chance. c'est vrai, ça. Surtout, le Francis, cinéma était plus facile, hein, oui. ouais, tu l'as déjà raconté, donc c'est pas la peine de le raconter, mais je sais que tu avais eu un problème avec Delon à l'occasion parce qu'il avait parlé d'un de tes films dans Le jouet, le jouet, c'était dans Le Point ou Nouvel Obs, je sais pas. l'Express. L'Express, voilà. Et tu avais dit que tu ne ferais plus jamais tourner Mireille d'Arc s'il ne se rétractait pas ce qu'il n'avait pas fait. Et tu n'as plus jamais travaillé avec elle après. Mais c'est parce qu'il n'y avait plus beaucoup de rôles de femmes et c'était surtout des body stories ou simplement Non, tu. j'ai déjà raconté cette histoire. Oui, tu l'as Pourquoi? déjà raconté. Tu l'as déjà raconté, ouais. Voilà. Donc, je dirais simplement que j'étais tellement furieux contre Delon, qui était à ce moment-là avec Mireille, Ouais. que je l'ai appelé en disant, Delon dit dans l'Express, il y a des gens à qui on devrait interdire de faire des films. Un exemple, Francis Weber dans Le Jouet. Ouais. Donc ça, c'est court, je peux le raconter de nouveau, Oui, mais mais je voudrais j'appelle, savoir pourquoi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi tu n'as plus retravaillé avec Mireille d'Arc, c'est ça. parce qu'il était avec Mireille d'Arc et pour emmerder Delon, j'ai dit, il n'y a qu'une façon, c'est dire à Mireille, je t'écrirai plus jamais une ligne. Oui, mais C'est méchant. on en avait parlé avec Pierre Richard et il avait dit très justement, mais c'est pas de la faute de Mireille d'Arc. C'est pas ça, c'était un billard à bande. Parce que Mm. c'est pas bien de faire ça. Tu peux pas dire dans un journal, il était copain avec Dassault Delon, tu vois, et c'était quand même l'histoire de Madame Dassault que j'avais racontée dans l'enlèvement de ma première pièce. Donc, tout à coup, il m'est tombé dessus sur Le Jouet, qui n'en méritait pas. Parce que Rambal Cochet, le personnage de Rambal Cochet, qui était quand même aussi inspiré C'est un mélange de Dassault et de Bleustein-Blanchet, ouais. C'est ça. Monsieur Rodriguez, ici. Par rapport à Delon, ils étaient au studio de la Victorine sur le tournage et il vient rendre visite à. Alors, il y a Truffaut qui tournait à côté, qui tournait La Nuit américaine juste à côté. Et il vient de rendre visite à Mireille d'Arc. Et bon, ils étaient en préparation aussi d'un film qui allait s'appeler Les Seins de glace, qu'ils allaient tourner 2 ans plus tard. Tu vois l'Australie. C'est tout au bout là-bas. Et comment ça s'appelle? Et Mireille dit, ça serait sympa qu'on fasse une scène où on se promène dans la rue avec Constantin et qu'on le croise. Mm. Et là, Georges dit, bah, écoute, s'il est d'accord pour participer, on va aller créer une petite scène, on va faire mieux que le croiser dans la rue. Et Delon a dit, ok, je suis disponible, faites ce que vous voulez, je suis dispo toute la journée. Et ils font cette fameuse scène, qui n'est pas écrite évidemment dans le scénario de Francis, hein, où il sonne à la porte. Qui était-ce? Rien. Voilà Moi, comment Delon apparaît par hasard dans le film, alors que c'était pas prévu. C'est étonnant, il a fait plusieurs caméos. Moi, je suis assez fasciné par les caméos des acteurs. Il y a des spécialistes de ça, comme Matt Damon, qui fait plein de caméos en Amérique, dans plein de films. Mais là, c'est extraordinaire parce que tu vois ce type qui est d'une beauté incroyable, qui sonne à la porte par mégarde, et tu as envie de rester avec lui, tu as envie de le suivre sur le palier, chez lui, etc., de quitter Constantin.
Et ce En film série. est de Ah, repartir mais là, il avec du vole. lourd. Oui, Ouais. mais moi, j'aime pas ça du tout. C'est drôle. Je m'en doute, je m'en doute. Non, oui, mais enfin, c'est facile à comprendre. En fait, je n'aime pas ça du tout Ouais, parce que le film s'arrête. On te sort bien du sûr, film. bien On sûr. sort du film. C'est pour ça que c'est très compliqué d'écrire, par exemple, pour un grand chanteur comme Hallyday, Ouais. qui voulait absolument faire du cinéma, qui m'a rencontré un jour dans l'avion et qui m'a dit si tu m'écris pas un film, je te casse les genoux. En se marrant, bien évidemment, tu vois. Et, mais en même temps, c'est très compliqué parce que les gens entrent et voient Johnny Hallyday, ils voient pas ton film. Johnny, un autographe, s'il te plaît. Alors, dans un caméo, tout à coup, un type comme Delon, dont Jean a raison de dire qu'il a de la présence au cinéma, hein. Oui, Il, so- il sonne à la porte et il dit, Monsieur Rodriguez, c'est en dessous. On dit, mais reste, reste, abandonne ce film merdique, reste. Ah, le film n'est pas Abandonne ce merdique, je type suis avec, désolé, hein. Moi, avec je vais me son- battre pour dire que le film n'est pas merdique, hein. avec ses Non, grandes oreilles. Abandonne ce type avec ses grandes oreilles et son front bas. Alors, je vous parle de Constantin un petit peu, vous voulez? À Ah propos, oui, bien oui, sûr, bien sûr. Alors, bon, Constantin est un type qui, je trouve, moi, et je l'avais remarqué d'ailleurs dans ce film, c'est peut-être d'ailleurs Ne nous fâchons pas, il joue dedans ou pas? il Oui. joue le rôle de Jeff. Tiens, prends ça. Mais Jeff, ça va pas, dit. Hein? Même les tirs forains, je les évite. Oui. Eh ben, j'avais remarqué qu'il était très naturel. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand il jouait, il jouait avec Ventura de temps en temps des scènes d'ailleurs, hein. Il était presque au niveau de Ventura, hein, et ce Ouais. presque, malheureusement, c'est toute sa carrière. Il était presque au niveau de Ventura parce qu'il avait le même naturel que Ventura. C'était des gens qui ne sont pas passés ni par la méthode, ni par Stanislavski, je ne sais pas comment il s'appelle, ni par les cours Florent. C'est des gens qui sortaient de leur métier, de leur travail pour Bossé en à faire. l'usine Renault, Oui, à et c'est Billancourt, hein. un Et après, champion, après et du un volley. champion de volleyball, c'est ça, hein. Et bref, donc, c'était un vrai personnage, Constantin, tu sais. Il était marié avec une femme qui s'appelait Maurice. Non, mais ça a l'air d'une blague. Incroyable. Alors, il l'appelait Mo, pour une raison évidente, tu vois, parce que si tu dis ma femme Maurice, ça fait bizarre. Moi maintenant, moi maintenant, mais à l'époque, oui. Et c'est son père qui voulait, le père de, de cette fille, donc, voulait un garçon. Et il a exigé qu'on l'appelle Maurice. Je trouve que c'est un père un peu tyrannique. Bon, enfin, c'est un problème. Mais elle était une femme de poigne. Je l'ai connue, c'est fou. Elle dirigeait Constantin comme un cornac dirige un éléphant, tu vois. C'est-à-dire, c'était une image hardie, mais c'était étonnant de le voir. Il était comme un petit enfant à côté d'elle. Et il a dit un jour à Mireille, moi, je trompe jamais ma femme, tu vois. Comme ça, comme si Mireille lui faisait la cour. Ce qui n'était pas le cas du tout, d'ailleurs. Mais c'est un acteur qui fait la farce, tu vois. C'est-à-dire que tu le prends, tu ne le regrettes pas, tu regrettes Ventura. Ouais, mais tu parlais de Ventura, justement. Il y a un film qu'il a fait avec Ventura où ils sont tous les deux formidables, justement, de naturel. C'est Les Grandes Gueules. Je trouve que Constantin est formidable aussi. Non, mais je t'ai pas dit qu'il était mauvais, hein. Et le trou, il est dans le trou, Jeff aussi, non? De Jacques Becker. Ouais, en fait, c'était Jean Becker qui faisait du volley C'est avec ça. Michel Constantin C'est ça. et qui a dit à son père, prends-le, il a une gueule pour faire l'acteur. Et en 59, c'était son premier film. Ouais. Belmondo devait le faire aussi, Le Trou, mais Jacques Becker voit le court-métrage Charlotte et son Jules, Ouais. et où Jean-Paul est doublé avec la voix de Godard. C'est très important, les miracles. Mais si, tout ce qui arrive, c'est par miracle. Donc Oh, il dit, c'est votre gueule, suisse, c'est Belmondo, mais il a une voix de merde, j'en veux pas. Heureusement, hein. Et en fait, derrière ça, Constantin, après Le Trou, il a fait Un nommé la Roca de Jean Becker, justement. Il a enchaîné En grande gueule, Nous fâchons pas, Le deuxième souffle. Il a eu quelques rôles, comme dans Un Condé ou La loi du survivant. Il était en premier rôle. Dans La valise qu'a cité Francis tout à l'heure. Il a même Ouais. joué Bronson, ça on en parle pour notre ami Philippe Sedbon, dans La cité de la violence. Ouais. Après, il a été un peu délaissé par le cinéma. Dans les années 80, il avait encore fait Tir groupé, Jeff. La Trappe, Le Morphalou. Et son Jeff. dernier film, c'est un film de Mocky, Ville à vendre. Ouais. Et voilà, il est décédé en août 2003 par un malaise cardiaque pendant la canicule. Et il aurait fait 100 ans le 13 juillet cette année. Ah voilà, Il c'est ça avait- que je voulais te demander. Il Et est je- mort je- à il est mort à quel âge? Eh ben, il était en 24, il est mort en 2003. Ah oui. 80, 79, Ouais. 80, c'est ça? Oui. Ouais.
Et Jeff, il faut signaler que dans La Cité de la violence dont tu as parlé avec Charles Bronson, il a les cheveux blonds peroxydés comme Eminem. Et voilà. Influenceur, Constantin l'influenceur. C'est important. Et par rapport au casting, il y a toujours des gueules chez Lautner, toujours des petits Ouais. rôles qui prend souvent. Donc il y avait Lantino Velantini, Ouais. Vous pourriez peut-être lui... Amusant, ça. Daniel Ivernel, Robert Castel, qui est excellent aussi dans le film. D'où vous êtes? de Tunis. De Tunis? Moi, je suis de Mostaganem. Je peux rentrer une seconde, là? Je dérange pas trop? Vous savez qu'on est en pleine installation. Ouais. Mon ami Jean Panis, qui joue le rôle du déménageur, qui fait toujours des déménageurs chez Lautner. Panis qui avait commencé avec Pagnol quand même, hein. Il a fait beaucoup de films. Et Panis, je l'ai vu à la fin de sa vie, avec un pote à moi qui s'appelle Didier Flores. Et je vous jure, la séquence, mais elle est tellement drôle que je l'ai écrite dans mon scénario de film. On va le voir dans un EHPAD. Et bien, il était à la fin de sa vie, hein. Il est mort quelques mois plus tard. Et on le voit dans la salle d'accueil, la salle de vie. Et on voit Jean Panis, une sorte de trône, en train de chanter du Claude François sur un karaoké. Et on voit des petites vieilles sur leur déambulateur pendant qu'ils chantent les sirènes du phare d'Alexandrie. Et les petites vieilles, elles font comme ça sur leur déambulateur. Et je vais le voir, je dis putain, elles ont morflé tes Claudettes, hein. Il me dit, m'en parle pas. Il fait, mais ne leur dis pas que Claude François est mort, ça leur ferait de la peine. Et voilà, il y a toute cette équipe, il y a Henri Guibé. Il en passe du monde chez Monsieur Lopez. Vraiment des bonnes gueules, voilà. Et d'Alban. Vous n'êtes pas un peu dingue, non? Qui est toujours dans les productions de Gaumont. Et Luigi était dans le film aussi, ou pas? Jean-Louis aussi, évidemment, oui. Oh, on devrait plus être très loin. Mais c'est quand même pas la porte à côté, il y a déjà 1520 balles au compteur. Georges bossait toujours avec la même équipe technique aussi, hein. Il y avait Claude Vital, Maurice Felous, Boinard, Rodalec, Michel David et Elisabeth Guido pour le montage, et Robin Davis, et Louis Aucher, qui était preneur de son. Georges avait fait son premier film en 56 comme assistant, c'est un film qui s'appelait Goubia. Et ce Louis Aucher, qui est un grand preneur de son, a fait beaucoup de films de Lautner, Le Monocle, etc. Voilà, donc ça, c'est des gens voilà, dont on n'entend plus parler, malheureusement. Et on peut parler brièvement aussi de Charles Southwood, On le renvoie à la niche, la police française. qui est cet Ah oui. acteur américain qu'on trouve chez Georges Lautner, qui était une espèce... Tu parlais de Sue Ventura avec Constantin, lui c'est le Clint Eastwood. Et si je foutais mon poing sur votre gueule? Ouais, il s'est Et trompé de direction, il est parti dans le sud, alors que c'est mieux de s'appeler Eastwood que Southwood, tu vois. C'est un beau garçon, Il est beau, très beau ouais. garçon, mais là, il a été un peu léger sur le casting, Georges. Il devait dormir pendant le casting, parce que tu as Southwood, qui n'était pas un bon acteur du tout, et qui n'était que beau, ce qui est déjà pas mal, et il a pris pour jouer l'autre type du FBI, ou je ne sais quoi, un petit méditerranéen. Un ami à moi, Charles Bertoni. Oui, mais qui avait aussi peu l'air d'un flic américain que moi qu'une danseuse de la Scala de Milan. Qu'est-ce qui te prend? Il me regarde. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre qui te regarde? Tout le monde te regarde. C'était un peu bâclé. Toute cette partie policière, si tu veux, du film n'est pas réussie. Ça, c'est le premier travail d'un scénariste, si tu veux. Le premier travail où il y a toujours une erreur qu'il faut corriger ensuite, parce qu'on évolue. J'ai trouvé que le plot, comme on dit, c'est-à-dire toute la partie policière, surtout joué par Southwood quand il nettoyait son porte-cigarette, alors je vais vous dire, il me semble que Banoni était un homme qui n'était pas présentable. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait le dialogue, mais c'est ça. Et là, vraiment, j'ai revu le film, parce que ça fait 50 ans que je l'ai écrit. J'ai revu le film, cette partie-là, c'est pas tellement utile, quoi. Il fallait la faire plus vite. Dans tes films, Francis, tu as abandonné ce qu'on appelle le plot B, les histoires policières petit à petit, pour ne plus focaliser que sur le high concept comique. Ce qui amène les films à faire 1h25, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que avant, c'était 1h35 parce que tu avais des trucs totalement inutiles. Par exemple, c'est dans Les Compères, je crois, que tu as Depardieu qui a une affaire policière avec Corsan et je ne me rappelle plus son complice, quand il découpe le costume de Pierre Richard, etc., ces deux-là, c'est effectivement une action parallèle pas complètement utile, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que dans le film, on décèle déjà la patte de Francis Weber sur ses prochains films. Déjà, il y a ce gamin, et dans beaucoup de films de Francis, il y a des enfants. Je trouve que lorsque le gamin court, va rejoindre Constantin et le prend par la main. Je te demande pardon, papa. Ça me rappelle Le Jouet, la fin du film, quand le petit se jette dans les bras de Pierre. C'est vrai. Dans
dans Le Fugitif, quand la petite met sa petite main dans la grosse main de Depardieu, tu sais. Même dans Les Compères, quand Stéphane Derry à la fin va rejoindre ses deux pères, je trouve qu'il y a déjà la patte de Francis dans le film, puisque c'est lui qui l'a écrit. Et je trouve que le film est quand même, flic ou voyou, Audiard s'est vachement inspiré. Parce que si tu vois flic ou voyou, c'est un flic qui vient sur la Côte d'Azur, qui change d'identité, qui se fait passer pour un truand, avec sa fille, tu vois. Je sais pas si tu vois le pitch de flic ou voyou, c'est ça, hein? Oui. Voilà, donc ça fait penser un peu l'Est une fois un flic. Bon, après, c'est Lautner qui l'a fait, donc. Oui, mais c'est des rencontres involontaires, mais ça, il y en a beaucoup dans le cinéma, tu vois, hein. Je sais qu'il y a eu un film qui s'appelait Big avec Tom Hanks. Tom Hanks, et il y en a eu trois en même temps qui se sont faits qui étaient le même film. J'ai été surpris que ça n'ait pas été fait en remake parce que ça m'a fait beaucoup penser à True Lies, tu sais, la totale, avec ces gens qui ont des doubles vies comme ça et des familles. C'est vrai que c'est un film on t'a jamais proposé de faire un remake de Il était une fois un flic? Il en a été question, mais moi je pense que je vois le film sereinement, mais objectivement, si tu veux. Il y a une partie qui est bien et puis l'autre partie qui est un petit peu traînante, comme je vous l'ai dit. Et ça a peut-être découragé les producteurs en voyant le film. C'est un film où il y a des promesses, ce film, tu vois. La D'où promesse, l'intérêt d'un remake. oui, mais là, ils sont peut-être pas assez brillants, les producteurs américains, pour voir quand des choses leur déplaisent, ce qu'on peut arranger pour en faire un film réussi. J'en ai l'impression, parce que ce qu'ils ont acheté, c'est des films qui n'étaient pas ratés du tout. Ils ont acheté 7 ou 8 films qui étaient plutôt réussis. Ouais. Mais là, j'étais étonné qu'on ne fasse pas un remake. Je trouve que tu as raison. Genre, qu'est-ce que tu en penses, Jeff? Il y a un vrai sujet là-dedans. Il y a le sujet. Après les points faibles du scénario, tu peux les retravailler. Arrêtez-le! Restez là! Voilà. Mais c'est là où, je te dis, ça a peut-être découragé les producteurs. Mais par contre, pour nous, pour notre génération, et je le dis ça sans tirer les pompes, c'est vraiment une Madeleine de Proust, ce film. D'ailleurs, la première fois que je t'ai rencontré, Francis, je t'ai dit, quand j'étais gamin, un de mes films préférés, et tu m'as coupé direct, tu m'as fait Il était une fois un flic. Et j'ai eu la même séquence avec Aznavour, quand j'étais chez lui, je le voyais assez souvent. Je lui disais, tu sais, parce que je me suis mis à le tutoyer, une de mes chansons préférées de toi quand j'étais petit, il m'a dit La Baraka. Je pense que tous les mecs de ma génération viennent vous voir avec leur Madeleine de Proust, quoi. Donc, je trouve que le film fonctionne encore, hein. Il y a quand même une certaine modernité dans l'écriture, dans la mise en scène de Georges. Évidemment, le film n'est pas parfait, mais je trouve que c'est l'alchimie, la mise en scène Weber et ton écriture, la mise en scène de Georges et ton écriture, c'était ton premier scénario, et ça a été un succès en plus, hein. Ah oui, oui, ça a sauvé Alain Poiret, qui était le producteur de Gaumont International, qui venait de faire le boulevard du Rhum, qui a été une catastrophe. Et il était sur le point, éventuellement, là, il était sur le fil. Gaumont voulait peut-être le balancer. Et il était une fois un flic qui a fait 600 000 entrées sur Paris, à l'époque on comptait Paris, tu vois, a fait qu'il est remonté. C'était un succès, le film. C'est la première fois que tu rencontrais Alain Poiret? Oui, oui, oui. Et c'est drôle parce que je raconte ça dans mes mémoires. La première fois que j'ai rencontré Alain Poiret, qui est devenu un fantastique producteur pour moi et un ami, il m'a volé 2 000 francs. À l'époque, c'était en francs, tu sais. C'est-à-dire qu'il me demande, parce que c'était Pinotto qui m'avait recommandé à Poiret. Moi, je voulais faire du cinéma, mais personne ne me connaissait. Hein. Il me demande il dit, bon, Pinotto m'a parlé de vous, est-ce que vous pouvez, voilà un script qu'on veut faire, mais qui n'est pas bien écrit, faites les 2 premières scènes, réécrivez-les, et je verrai si ça fonctionne. Alors, je me casse la tête à fond, tu vois, pour ça, et qui veut faire le mieux fait le pire en général. Probablement que les scènes n'étaient pas bien faites. Toujours est-il que Poiret les lit, n'aime pas, et je reste sans nouvelles. Et alors, dans notre métier, pas de nouvelles, mauvaise nouvelle, tu vois. Et finalement, j'appelle son directeur de production, qui s'appelait, je crois, à l'époque, ça n'a pas d'importance, et je lui dis, comment se fait-il que j'ai pas reçu mes 2 000 francs? Parce que moi, j'en ai besoin pour manger, tu vois. Je vous avais déjà, mes 2 enfants, ma femme, etc.
Et il me dit, il faut que je vous parle. J'arrive et je tombe dans le bureau de ce monsieur, tu vois, et il me dit, bon, on a trouvé votre travail pas bon du tout. Alors on s'est dit, bah, on va lui donner plutôt 1 000 francs que 2 000. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ces gens qui sont très très riches diminuent mon truc de moitié. Moi, c'est pas ma faute si je suis mauvais, tu vois. Et j'ai fait la bêtise qu'il attendait. Je lui dis que les 1 000 francs en question, il pouvait se les mettre, etc. Et je pars. Il a gagné 2 000 francs. Et c'est Poiret qui a gagné 2 000 francs. Mais derrière, je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est magnifique la collaboration qu'on a eue. Et en plus, on est devenus deux vrais amis, tu sais. Je vais raconter une histoire que je raconte dans mes mémoires. Elle est très courte. Volontiers. Et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. J'étais en dépression. Tu vois, ça arrive pour les comiques, hein. Et je dîne avec Alain Poiret, donc, qui avait une dizaine d'années ou une vingtaine d'années de plus que moi. Et il voit que je suis très, très triste. Et on dînait dans un restaurant qui s'appelle peut-être toujours d'ailleurs Prunier, tu sais, qui est un restaurant qui, je crois, dans le 16e. Et tout à coup, il me dit, Francis, viens. Je me lève surpris. Il me prend par l'épaule. On traverse la salle du restaurant et il s'arrête dans un couloir où il y avait un immense miroir sur le mur. Et il me dit, regarde. Et à côté de moi, j'avais un homme de 75, 76 ans, fatigué, tu vois, très blafard. Et moi, j'étais en pleine forme à l'époque. Il me dit, tu vois, regarde la différence. Alors, sois heureux. C'est pas un cadeau extraordinaire de la part d'un homme, ça? C'est-à-dire se donner en spectacle pour te réconforter. Ouais. C'est très émouvant, non? Ah, c'est très beau, nous sommes bouche bée. Je peux le Jeff faire et avec moi. toi, Jeff, si tu es dépressif, on le fait ensemble. C'est-à-dire, je te prends par les bras. Le film, c'est aussi un film de duo que tu as écrit, hein, parce que ce duo de tueurs américains, That's a new one on us. avec Venantino, joué par deux acteurs italiens, c'est bizarre, hein. Le duo des deux flics là, du FBI, le duo de deux flics français, c'est et cette histoire est bon. Il faudrait qu'on parle aussi du gamin qui est, on a dit tout à l'heure, mais je trouve qu'ils l'ont super bien casté, le petit. Il est très naturel. Et Ah, il y a une scène, pardon de te couper, mais il y a une scène qui est une des rares que j'aime beaucoup dans le film. C'est quand il découvre par rapport à... Parce que le petit garçon est jaloux de ce début d'amitié entre sa mère et ce monsieur qu'il ne connaît pas. Et ils sont dans la salle de bain, je me souviens bien, et le petit garçon fouille dans l'armoire pharmacie où il y a la partie que Constantin a annexée, tu vois, c'est-à-dire qu'il a tous ses produits à lui. Contre les cheveux gras et les pellicules. Moi, il y a les pellicules, commissaire. Touche pas ça, hein. Mais ça, c'est vraiment dégueulasse. Il dit, ment. Il a les pieds qui sont sujets à l'échauffement, le commissaire. Ment. Et il a des douleurs dans la moelle épinière, enfin des trucs comme ça. Et puis tout à coup, il se tourne vers sa mère et dit, ment, on nous a refilé un malade, en parlant du commissaire. Et ça, c'était mes débuts, si tu veux, dans le dialogue entre guillemets de comédie. Ça tient encore la route, ça c'est très drôle encore comme punchline. Mais hein. la raison pour laquelle ça tient encore la route, c'est que le dialogue est d'une très grande simplicité et repose sur les situations. Et que tu n'as pas, non seulement tu n'es pas pop culture, tu ne parles pas d'un contexte social de l'époque, mais en plus il n'y a pas d'argot, il n'y a pas d'expression qui serait très vite démodée. Donc on se retrouve avec un truc qui est proche à mon avis, d'un Billy Wilder français, quoi. Voilà. De toute façon, tout ce que tu dis me fait plaisir, et Jeff aussi. Voilà. J'avais décidé de ne plus jamais faire ce podcast horrible. Mais non, mais c'est important pour nous, je le dis, hein, c'est un film qui est beaucoup plus important que tu ne penses pour toute génération, parce que c'est un des premiers films que mon père a enregistré en VHS, je pense en 80, quand on avait une magnétoscope, et donc on n'avait pas beaucoup de films à l'époque, et c'est un film qu'on se passait toutes les semaines, tu vois, parce que tu t'identifies forcément au petit gamin, quand t'es gosse, quand t'as 7-8 ans, tu vois. Et aussi dans le film, alors je fais une comparaison scénario, tu avais écrit quand même deux scènes où Constantin et Mireille d'Arc se rapprochent et elles ne sont pas dans le film. À un moment donné, ils sont dans la rue. Tu as Constantin qui voit que Castel les regarde, c'est l'espion là. Donc il prend Mireille d'Arc et l'embrasse. Elle est surprise. Il lui dit, il y a Rodriguez qui est là, donc il l'embrasse. Et il y a la scène où elle ramène des langoustes.
Et elle lui dit, c'est la scène d'ailleurs où il s'engueule. Il lui dit, vas-y, tu fais ta valise, tu te barres là. J'en ai marre, tu dois partir. Il fait, j'ai ramené des langoustes et j'ai loué une télé. Télé, ça fait très couple, tu vois. Et là, il culpabilise Constantin dans la scène. Il a été coupé ce match. Et il se rapproche d'elle pour s'excuser. Il lui caresse la joue. Mais ces deux scènes où il se rapproche n'ont pas été gardées dans le film. Comment Tu les as écrites. Tu les as écrites, elles sont dans le scénario. Ah, elles sont dans le scénario, oui. Et elles sont pas été. Alors peut-être qu'il voulait pas qu'il y ait de rapprochement entre Constantin et parce qu'il n'y en a pas dans le film en fait, hein, entre eux. Non, il y en a pas, non. Alors que dans le Téléphone rose, il y en a une entre Bondy et... Enfin, il y a un rapprochement très net. Là, il n'y en a pas, effectivement. Ouais. Sauf à la fin où on sent que c'est le début éventuellement d'un nouveau chapitre, d'une famille reconstituée. Quand le petit, le... Voilà. Ils disent tous les deux. Et il y a une scène qui est très drôle. Parce qu'à chaque fois, je comparais ce qu'a écrit Francis sur le truc. C'est la scène où il mange des gâteaux. Moi, je pense que tu es un grand garçon. Et que tu vas prendre conscience de tes responsabilités. Ouais, je voulais en parler. Parce que toi, tu sais, ce que dit toujours Jean, ça c'est... les mecs font semblant de manger. Là, je peux te dire, il fait pas semblant de bouffer. Ah, il se baffe. Et le pire, c'est que dans le scénario, Francis a écrit qu'il doit manger 4 gâteaux. Incroyable. Et c'est pas 4 fois le même. Hein. C'est-à-dire qu'il commence par une tarte au citron, il y a un éclair, une religieuse, et il doit manger un 4. Là, dans le film, il n'en mange que 2. Hallucinant, quand même. Il mange en 2 bouchées, quoi. Il les déchire, j'ai jamais vu ça. Et il parle la bouche pleine, quoi. Tu veux combien? Je sais pas, donne-moi 100 francs, je te rendrai la monnaie. Qu'est-ce que tu veux acheter avec 100 francs? Je sais pas, je vais faire des courses, tu verras bien. Au fond, je vais venir avec vous. Il vaut mieux qu'on nous voit ensemble. Je voudrais vous parler de Constantin parce que finalement, bon, il n'est plus avec nous. Et c'est pas vraiment méchant ce que je vais dire. Hein. C'était une pince. C'est ça qu'il va nous dire. Tout le monde le sait. Tu peux y aller, hein, c'est connu. Ça arrive de lui, hein. C'est incroyable parce qu'il était enfantinement près de ses sous. Enfantinement, c'est-à-dire, il y en a 2 comme ça. Hein, je ne dirais pas le deuxième. C'est un jour, j'arrive, on était à Nice parce que Georges tournait très souvent près de Grasse où il y avait sa maison secondaire, sa résidence secondaire, et on tournait à la Victorine. Et il est au Negresco, au bar, Constantin, et j'arrive, et il dit, Francis, viens, je te paye un café. J'étais un peu surpris déjà, parce que c'était pas une phrase qu'il disait souvent, tu vois. Et puis donc, je bois mon café, et puis tout à coup, il me dit comme ça, mais dis-moi, tu es au frère réel ou tu es ou tu as ou tu as une note de, je sais pas comment ça s'appelle, un per diem, tu vois. Et je dis non, je suis au frère réel. Ah bon, bah tu peux payer le café alors. Hein. Hein? Moi, pas monnaie. Ben, tu sais quoi, Francis, tu as repris cette scène dans la valise. Dans la valise, j'ai Dans la valise, il y a exactement la même scène où Constantin pique un tampon On se débrouille comme on peut. au concierge de l'hôtel, et puis ils ont une discussion entre le flic français et l'espion qui est joué par Marielle. Vous marchez au frais réel ou au forfait? Forfait. Forfait. Pendant le tournage, il était une fois un flic. Ça, c'est Georges qui le raconte. Il s'énerve à un moment donné. Constantin, il quitte le plateau, il est énervé parce qu'il était très à cheval sur l'heure des tournages, parce que l'heure, c'est l'heure, et toute minute était due. Et il part en colère. Et en colère, sans faire exprès, il se prend une poutre dans la gueule. Boum! Oh putain! Et il se pète une dent en or. Il me dit, il s'était fait rembourser par la Gaumont. Et d'ailleurs, il y a une scène, c'est du vécu. Enfin, je vais pas payer 2,50 francs le kilo de tomates au pays de la tomate, alors que je les paye 2 francs à Paris. C'est touchant tout ça parce que bon, maintenant, ça apparaît comme des caractéristiques touchantes, tu vois. Parce que je trouve que il y a une phrase américaine qui dit en parlant des gens, to be penny wise and pound silly. C'est-à-dire être sage au niveau du centime et idiot au niveau de la livre sterling, tu vois. Ça n'empêchait pas de temps en temps d'avoir des gestes, Michel Constantin. C'est-à-dire que il payait un café une fois, j'ai entendu. Papa, je plaisante. Francis, c'est toi qui as trouvé le titre, Il était une fois un flic, parce que c'était la grande moque de Il était une fois dans l'Ouest, c'était une fois la Révolution. Je me rappelle pas. Franchement, je me rappelle pas. Parce qu'à la base, c'est la couverture sur le scénario. C'est ça, oui. Qui est un bon titre. Ouais. Sur l'affiche, ils avaient marqué la couverture, le film qui tient chaud.
Mais c'est que l'histoire que mon copain avait écrite, c'était une histoire d'espionnage au départ. Et pourquoi vous en avez fait un flic? Pourquoi en avez-vous fait un flic? Sur une suggestion soit de Poiret, soit de Georges Lautner, parce que l'espionnage, c'est un truc qu'il faut manier sérieusement, bizarrement, tu vois. Il y a les espions comiques, il y en a eu, hein, mais c'est quand même fort. Alors que les flics, on a fait des flics comiques, heureusement, et Georges particulièrement, avec les tontons Flyder, etc. C'est des policiers comiques, donc il préférait faire un policier comique, tu vois. Et ces histoires de drogue se basent sur la French Connection, comme... Euh, En fait, Louis joue dans la French Connection. Justement, ouais. Puis en plus, t'as toujours des tueurs à gages dans tes films, que ce soit Monsieur Milan, Ventura, ou que ce soit Venantino Valentini avec son comparse dans celui-là. Ça part toujours, comme on disait, d'un truc très tragique, très dramatique, pour arriver à des comédies. Parce que on est bordure dans le cartoon avec ces deux tueurs, ces vignettes avec ces deux tueurs, à qui il arrive toutes sortes de mésaventures à travers le film. C'est pas loin de Tex Avery, quand même. Ouais, mais de toute façon, plus c'est tragique au départ, plus le comique est facile. C'est pour ça que partir de deux flics qui, en principe, doivent être sérieux pour en faire du Tex Avery, ça facilite les effets comiques, évidemment, tu vois, hein. Surtout si les flics sont plausibles. Il était beau, Valentino Valentini, il avait quelque chose de très costaud. Les tueurs, tu veux dire, ouais, tu parles des tueurs, là, ouais, effectivement, tueurs, il est très séduisant, ouais, on en a beaucoup Parler parlé. du titre du film, Jean, la typographie sur le générique du film, c'est la même que sur le 33 tours du film de Léon, du 33 tours de la musique du film de Léon. Ah, c'est vrai. C'était une fois dans l'Ouest, ils ont pris la même typographie. Tu sais que la scène du début, c'est un ami à moi qui est toujours vivant, cascadeur Pierre Rousseau, qui tombe, qui joue le rôle de Lopez, qui se fait tuer au début. Et je trouve très drôle dans le viseur, c'est pas une croix normale, c'est une croix de Christ. Tu n'as pas fait attention. Donc ça, super. C'est des petits détails, mais c'est super. Et alors, il y avait, à chaque fois, Georges essayait de l'embêter un petit peu sur ces trucs. Dans le film, sur les papiers d'identité, Lopez, il est né en 1932, mais sur son cercueil, il y a marqué 1934. Et comme c'est un film que je revoyais souvent, et des fois avec Georges, j'ai dit, mais Georges, regarde sur les papiers marqué 32, et sur le cercueil, vous avez marqué 34. Il fait, fais pas chier. Est-ce qu'on parle de Mariana Halifax? Magnifique. Un petit peu, ouais, allez. Ah oui, on parle de cette Francis, la comédienne, là, le mannequin, tu sais, qui bronze, là, qui se fait tuer de dos. Ah oui, je me rappelle, oui. Sublime, hein? Oui. C'est comme ça que je suis devenu scénariste. Avec ce genre d'idée que je jetais à Georges, tu vois, hein. Je n'ose pas raconter l'histoire du lait et du camion parce qu'elle n'est pas woke du tout, tu sais. Mais c'est avec ça que j'ai vendu. Alors, parlons de cette fille, alors vas-y. Mais Jeff, ça t'a pas fait penser à Pamela Sweet? Oui, ce que j'allais dire, j'allais enchaîner avec ses grandes photos chez elle. Et je trouve que le gag, évidemment, il est drôle. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est pas woke, mais faut avoir l'idée de ce camion avec le lait renversé dedans. Et Georges dit, l'écrire le gag, c'est drôle, mais va mettre du lait dans une voiture sans que ça fuite partout. Non, bien sûr, c'est le problème du scénariste par rapport au metteur en scène. Le scénariste peut rêver et le metteur en scène est en face de la réalité. Et je me suis piégé quand je suis passé à la mise en scène avec ce genre de choses. Bah, disons, si tu fais un remake, bah, tu feras un camion de café avec un conducteur blanc. Non, mais je veux dire, c'est fou parce que, effectivement, c'est pas woke du tout, parce qu'on peut pas traiter, mais d'un autre côté, c'est une image extraordinaire, tu vois. Mais moi, j'ai revu récemment Rio Bravo, où tu as une goutte de sang qui tombe dans le verre de bière de Dean Martin. Formidable. Et qui est une scène exceptionnelle d'anthologie. Je me suis demandé si ça ne venait pas aussi un petit peu de là, parce que je sais que c'est un de tes films préférés. Et il y a cette même genre d'iconographie tout d'un coup. Oui et non, parce que là, c'est plus facile, la goutte de sang dans le verre de bière. Parce que sinon, tu te rends compte, il faut prendre un camion de fraises, un camion de lait. Un camion de lait, oui. Et puis une voiture décapotable. Elle se remplit et ensuite, pour que ça, évidemment, c'est un cauchemar pour Georges. Ouais. Bon, ça pensait un peu à l'ambiance du Magnifique, cette scène-là. C'est un peu gore, tout ça, etc. Et par contre, tu parlais de Rio Bravo, mais il y a quand même, tu sais, quand Pana il fonce dans la pizzeria,
dans le scénario, Francis a écrit la parodie de la marche de John Wayne dans L'Homme tranquille. Tu t'en souviens ça, Francis, ou non? Pas du tout. C'est ce que tu as écrit dans ton scénario, en tout cas. Oui, d'accord. Quand Pana il fonce dans la pizzeria pour dégommer les deux tueurs, il a dit. J'ai écrit 31 scénarios, tu vois. Donc, je sais, mais je dis ce qui était écrit. Mais c'est bien. C'est vrai que John Wayne, sa démarche est merveilleuse. Hein. Fantastique. Eddie Vartan? Ah ouais, Eddie Vartan. Non, Eddie Vartan, justement, je trouve que c'est quand même un des plus importants personnages de cette histoire, c'est Eddie Vartan. Parce que cette musique est extraordinaire. Alors, c'était le frère de Sylvie Vartan, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Il a fait, et je sais, j'ai vu qu'il avait fait une extraordinaire musique funk pour c'est pas parce qu'on est con et c'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Non, c'est quoi le film de Audiard, Jeff? Quand on est con et pleurnichard, c'est ça? Voilà, quand on est con et pleurnichard avec Jean Carmet. Comment réussir quand on est con et pleurnichard? Voilà, et t'as une musique digne de Shaft et de la Blaxploitation. Les grands films, moi je les connais tous. Hein. Donc Eddie Vartan, il faisait de la musique yéyé, comme on dit, mais il a beaucoup de talent, je trouve, parce que cette musique est extrêmement groovy. Ouais. Après, il est passé à Philippe Sard, mais je trouve la musique. D'ailleurs, c'est Woodwork, je crois, la musique, la chanteuse. Ouais. Quand elle bronze, qu'elle se fait tuer, la fille, la musique, elle est géniale. Et ça modernise encore plus le film aujourd'hui. C'est vraiment. Et il y a une très belle ellipse. Alors, les ellipses très chères à Francis Weber, je trouve, dans le film. Quand il est dans le bureau du chef de la police à Paris, Constantin, il dit je vais arriver à Tunis, etc. Et on se retrouve directement à Tunis. Dans le bar du frère de Lopez. Monsieur Louis Lopez? Ouais. Voilà, ça c'est une ellipse à la Francis Weber, j'ai retenu tout ce que tu nous as dit. Ils ont mis 2 macroutes sur la table, un ventilo, et hop, on se croit à Tunis. Et Georges, je me souviens, il m'a dit, j'avais fait un putain de beau plan, et je me rappelle, tu sais, quand Constantin va chercher le camion, le jouet, là, tu sais, le bus de police, Georges filme d'assez loin, parce qu'il essayait d'avoir. Il avait des jolis plans parfois, Georges, dans ses films. Il donnait, non, mais il a du talent. Des beaux trucs. Loin de moi l'idée de dénigrer la mise en scène de Georges, loin de là, parce qu'il a vraiment des beaux trucs. Il me dit il a un plan où Constantin, il est filmé derrière la vitre, en train de choisir ce camion de police. Il me dit il y a une voiture qui passe, donc il y a le reflet de la vitre avec Constantin, je dis pas. Et quand je me mets sur les rushs, je vois qu'il y a un connard de passant qui vient et qui regarde la caméra. Et on le voit dans le film, je dis ça pour Romain qui nous mette le plan, et tu vois ce compte passant qui regarde. Il me dit j'étais obligé de couper. Malheureusement, c'est beau, il m'a foiré mon plan. Quoi. Enfin, je voudrais préciser un truc quand même, moi, c'est que le malentendu vient du fait en général que scénariste et metteur en scène, c'est pas du tout le même métier. Il y a déjà une injustice de dire un film de Georges Lautner, un film de Molinaro, de Granier de Fer, parce que l'homme qui fait le film, et je peux en parler parce que j'ai d'abord été scénariste et ensuite les deux, scénariste et réalisateur. L'homme qui fait le film, c'est le scénariste. Sauf dans certains cas, quand tu as des metteurs en scène de grands génies, tu vois, qui tout à coup ont un univers tel que le scénario passe en second. Si tu n'as pas une bonne histoire, c'est très difficile de faire un bon film. Et j'ai beaucoup souffert du fait que c'était un film d'un tel et d'un tel. Et je vous prends une injustice possible. Ça aurait été atroce. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Le Dîner de cons. J'ai écrit le scénario du Dîner de cons. Si j'avais cherché un metteur en scène pour mettre ça en scène, donc pour réaliser, ça serait devenu Le Dîner de cons d'Édouard Molinaro ou de Georges Lautner. Heureusement que je l'ai réalisé, ça te donne la paternité d'un film de l'avoir réalisé. Exactement. Alors, il y a des choses qu'un scénariste ne pourrait pas faire. Par exemple, ces films à 250 millions de dollars, genre Marvel et autres, où le metteur en scène est une espèce de chef d'équipe, en fait. Il y a un travail scientifique tel autour. Tu as le monteur sur le plateau, tu sais, qui dit au type... Oui. Papa, moi j'étais très impressionné par un film qui s'appelle Gladiator de 2000 de Ridley Scott, où ils sont arrivés sur le plateau avec 30 pages de scénario, paraît-il. Ça a été une débâcle terrible, et à l'arrivée, tu as un film qui est plus que présentable, donc on peut sauver quand même un film de la... Oui, mais combien coûte Gladiator pour commencer? Ouais. Et ensuite, tout est dans le titre. Et ça existe au cinéma, c'est-à-dire que quand tu as tout dans le titre, tu trouveras toujours des choses à faire à des gladiateurs. Ouais. C'est plus difficile quand tu n'as rien dans le titre. C'est-à-dire un homme et une femme, il faut du talent pour faire un film.
Le film a une bonne critique. Pourtant, Georges se faisait souvent allumer par les critiques. J'ai pris une critique du Monde de l'époque. Une comédie policière pleine d'entrain et de drôlerie. Gag noir, cadavre qui fait rire, est une spécialité de Lautner. Et gag rose alterne avec bonheur. Costaud, bougon, ahuri, attendri, Constantin est excellent dans le rôle du policier rabroué par les siens, rossé par ses collègues, empêtré dans un réseau inextricable d'adversaires, charme de Mireille d'Arc, flegme de Michael de Lonsdal et naturel du jeune Hervé Illien dans le rôle de Bertrand. C'est vrai, Dans le Monde, hein. Jean de Baron Kelly dans le Monde, 16 février 72. Bonne tu critique. fais bien de le lire parce que Georges s'est fait longtemps esquinter par la critique, parce qu'il faisait de la comédie et qu'il avait du succès. Et moi donc. Et toi aussi. Hein. Oh oui. Bon, écoute, c'est de ces films-là dont on parle, et c'est ces films-là qui repassent à la télé aujourd'hui. Hein. Oui. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un des fleurons du cinéma français des années 70. Papa, merci. Je n'ai pas eu besoin de faire des films sur des pères de famille car le mien est formidable. Donc je t'en remercie. Et tu m'as plus belle œuvre. Et Jeff, c'est toujours un grand plaisir de parler avec toi à cinéma. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. En particulier, un pouce et une souscription et un like sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lénoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la coutume, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, mais je crois que Francis a encore quelque chose à nous dire avant. Oui, parce qu'il y a dans ce podcast et dans plusieurs autres un homme que je trouve formidable qui est Jeff. Parce que, évidemment, j'aime les gens qui aiment le cinéma, tu vois. C'est normal parce que j'en vis. Mais lui, il aime le cinéma en étant à la fois cinéphile, connaisseur et articulé, ce qui n'est pas facile. Parce que j'ai des gens qui adorent un film, tu dis de quoi ça parle, non, tandis que lui sait de quoi il parle. C'est pas gentil pour cette bon. C'est bon et génial. Et Jeff, ce qui est en plus, non seulement il aime le cinéma, mais le cinéma l'aime parce que quand il rencontre des réalisateurs ou des acteurs, il devient immédiatement leur ami. Voilà, je vais le dire. Parfait. C'est bon, on va rajouter là-dessus. Faire une vanne, j'ai même pas la vanne. Et maintenant, Merci mille fois, Francis. Il n'y a vraiment pas de quoi. Jeff, sur ces belles paroles, ton nom et ta phrase signature. Jeff Domenech, non, c'est juste un petit truc. En fait, tu sais la scène où le petit garçon, là, Bertrand, il tire sur les bouteilles. Il faut savoir s'il y avait un pistolet en plastique, Bertrand. Oh, le salaud. Là, tu me testes, là. Hein. Tu veux savoir si j'ai Alzheimer. Ce qui est drôle, c'est que juste après que tu as fait c'est pour ça. Non, mais ce qui est drôle, c'est que juste après que Francis ait fait un magnifique compliment, tu fais une vanne comme une vanne pourrie. Non, s'il a un pistolet en plastique, Bertrand, c'est bien de le savoir. Jeff, refais-la encore une troisième fois, parce que je crois que c'est la règle des 3, ça marche encore mieux. Ouais. En comédie. Non. Flash Police. Francis, catchphrase, ta phrase signature. Parfois, le podcast, c'est un bonheur. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod. On choisit ses podcasts, mais pas sa famille. Et dans les mots immortels de mon philosophe de chevet Vin Diesel, I don't have friends, I got family. Voilà, pas de chanson aujourd'hui, vous avez été épargnés les amis.